Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de première dans lequel nous allons parler de l'énergie d'un système mécanique. Alors, nous parlons ici des systèmes mécaniques. Nous avons déjà étudié les mouvements et les forces de ces systèmes, mais dans certains cas, ce n'est pas toujours suffisant et il est plus simple d'avoir une approche énergétique. Donc, c'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre. Alors, dans un premier temps, nous allons parler du travail d'une force, découvrir ce qu'est le travail d'une force et découvrir les transferts d'énergie correspondant justement à ces forces. Et donc, parlons d'abord de l'énergie cinétique que vous avez étudiée en classe de troisième. Eh bien, l'énergie cinétique, c'est simplement l'énergie d'un système en mouvement. Et donc, on rappelle que l'énergie cinétique d'un système qui a une masse petit m et une vitesse v est donnée par la relation EC, énergie cinétique, égale 1 demi de m fois v au carré, avec les unités du système international, la vitesse en mètres par seconde, la masse en kilogrammes et l'énergie cinétique sera en joules. Donc si on regarde cette relation, il y a une autre approche qui est intéressante, c'est l'approche graphique. On voit que l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à la masse du système, qui se note proportionnel, le symbole proportionnel en mathématiques, le voici. Et donc, à vitesse constante, si on trace l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse du système, eh bien, on va observer une droite qui passe par l'origine. Ensuite, on voit d'après cette relation que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse de ce système, qui va se noter donc comme ceci. Et donc, de la même manière que pour la masse, si maintenant on est à masse constante et qu'on fait évoluer la vitesse, eh bien, si on place la vitesse au carré en abscisse et l'énergie cinétique en ordonnée, on va à nouveau observer une droite qui passe par l'origine. Donc ici, par exemple, la vitesse au carré, si on a vitesse au carré égale à 100, ça signifie qu'on avait une vitesse de 10 mètres par seconde. Et si on a une vitesse au carré de 400, c'est qu'on avait une vitesse de 20 mètres par seconde. Alors, une remarque, mais qui peut être importante, on parle ici de l'énergie d'un système mécanique. Et donc, quand on fait une étude mécanique, on doit définir un référentiel pour le système étudié. En effet, il faut se rappeler que la vitesse dépend du référentiel. Et donc, l'énergie cinétique également va dépendre du référentiel. On peut prendre l'exemple ici d'un passager dans un train en mouvement. Eh bien, si je me place dans le référentiel terrestre, la vitesse du passager, ça sera la vitesse du train. Par contre, si on fait l'étude dans le référentiel du train, maintenant, on se place à l'intérieur du train, eh bien, la vitesse du passager sera nulle, il est immobile ici. Donc, la question qui se pose, c'est comment va évoluer l'énergie cinétique d'un système? Eh bien, ça va dépendre des forces qui s'exercent sur ce système. Et on va voir que pour déterminer la quantité d'énergie qui est transférée soit au système, soit du système vers l'extérieur, eh bien, pour cela, il faut déterminer le travail de chaque force. Alors, qu'est-ce que le travail d'une force? Comment est-ce qu'une force travaille? Eh bien, en fait, il faut déjà qu'il y ait un déplacement du système. En effet, imaginez que vous exercez une force sur une armoire, mais que vous n'arrivez pas à faire bouger l'armoire, eh bien, vous n'aurez transféré aucune énergie à cette armoire, donc il n'y aura pas eu de travail de force. Donc, il faut qu'il y ait un déplacement du système. Et ensuite, ce travail va dépendre, bien sûr, de la norme de la force que vous exercez, mais va dépendre également du sens de cette force par rapport au déplacement. Prenons l'exemple de ce train qui est en train de rouler sur un rail et donc qui va se déplacer dans ce sens-là. Eh bien, si on exerce une force dans le sens opposé au déplacement, ici, nous allons gêner ce déplacement. Donc, en fait, on va faire perdre de l'énergie au système. Donc, on aura ce qu'on appelle un travail négatif. Ensuite, si on appuie, si on pousse par l'arrière du train ici, eh bien, on va aider au déplacement. Donc, il y aura un travail cette fois-ci positif de la force, il y aura un transfert d'énergie vers le système. Maintenant, si j'exerce une force sur le côté ici, perpendiculaire au déplacement, bah, vous voyez que je ne vais ni gêner ni aider au déplacement. Donc, en fait, mon travail ici sera complètement nul. Alors, on va découvrir ici comment déterminer le travail d'une force constante lors d'un déplacement qui est rectiligne, linéaire, AB, ici, et comment prendre en compte ici le sens de la force par rapport au sens du déplacement. Lorsqu'on parle de vecteur, eh bien, on va utiliser le produit scalaire. Le produit scalaire de la force par le déplacement va nous donner le travail de cette force ici. Alors le travail se note W, W pour work en anglais, et donc le travail le long du déplacement AB de la force F est simplement égal au vecteur F scalaire le vecteur AB.
Donc je rappelle ici que le produit scalaire de la force F par le vecteur AB ici, eh bien ça peut s'écrire aussi norme de F fois norme de AB fois le cosinus de l'angle alpha qui existe entre les deux vecteurs. Et donc on se retrouve face à trois situations en fonction de la valeur de l'angle alpha, trois situations qui sont exposées ici et qu'on va mettre dans un tableau comme celui-ci, avec un angle alpha qui peut être compris entre 0 et 90 degrés, ou 0 et pi sur 2 si on parle en radians. Dans ce cas-là, on a un angle aigu. Le cosinus de alpha sera positif, compris entre 0 et 1, et donc on aura dans ce cas-là un travail qui sera lui-même un produit scalaire qui sera positif, et donc un travail qui sera positif. On parlera dans ce cas-là de travail moteur, puisque ce travail va aider au déplacement, c'est-à-dire qu'il va transférer de l'énergie au système. Ensuite, nous avons le cas particulier où l'angle est égal à 90 degrés. Dans ce cas-là, le travail sera nul. Enfin, dans le cas où l'angle est compris entre 90 et 180 degrés, eh bien, nous aurons donc ce qu'on appelle un angle grave ici, où on parlera plutôt d'angle obtus. Donc, dans le cas d'un angle obtus ici, eh bien, le cosinus de l'angle sera négatif, compris entre 0 et moins 1, et donc on va trouver un produit scalaire qui sera négatif. Le travail de la force sera appelé un travail résistant. Alors, vous avez deux exemples ici. Dans le cas où vous avez un déplacement d'une voiture sur un plan incliné, mais soit en montant, soit en descendant, eh bien, intéressons-nous au travail du poids. Dans le premier cas, ici, on voit que entre le déplacement dans ce sens-là et le poids, nous avons un angle obtus. Et donc, dans ce cas-là, le travail sera résistant, ce qui est cohérent avec ce que l'on sait. Et dans l'autre cas, dans le cas où on est en descente, eh bien, le travail du poids sera un travail moteur, puisque l'angle ici sera compris entre 0 et 90 degrés. Quel est le lien entre travail d'une force et énergie cinétique du système? Eh bien, on en a déjà plus ou moins parlé. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un système est égale au travail des forces qui s'exercent sur le système. Donc, on a la relation delta EC, delta pour variation d'énergie cinétique, est égale donc au travail de l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système. Alors, je rappelle ici l'expression maintenant de delta EC. Si on passe d'une position initiale A à une position finale B, la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point final moins l'énergie cinétique au point initial. Et donc, en développant, on obtient que delta EC, c'est 1 demi de m fois la vitesse au point B au carré, moins 1 demi de m fois la vitesse au point A au carré. Et on va factoriser donc par 1 demi de m, qui est donc constant dans les deux expressions. Et donc, on obtient que delta EC est égal à 1 demi de m fois VB au carré moins VA au carré. Donc, ce qui peut être utile dans la résolution des exercices. Alors justement, voyons un exemple de résolution. On va prendre l'exemple d'un sport, le curling, dans lequel une pierre de 20 kg va être poussée sur la glace. On vous dit avec, par exemple, une force de 35 newtons sur une distance de 3,50 m. Donc, quelle va être sa vitesse finale une fois qu'elle aura été poussée? Eh bien, il faut déjà faire un bilan des forces qui s'exercent sur la pierre. Donc, sur ce système, il y a trois forces qui s'exercent. Ici, on va négliger les frottements qui sont sur la glace, avec donc le poids qui est vertical vers le bas. Puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction du sol va être verticale vers le haut et va donc simplement s'opposer au poids ici. Et enfin, la force de poussée F qui, elle, est dans le sens de l'axe AB, de A vers B. Alors, comment résoudre cet exercice? Eh bien, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit donc que la variation d'énergie cinétique est égale au travail de l'ensemble des forces. Et donc, ça va être égal au travail du poids, plus le travail de la réaction R, plus le travail de la force F. Mais par rapport au déplacement AB, ici, on voit que le poids P et la réaction R font un angle de pi sur 2 de 90 degrés. Donc le cosinus 90 est égal à 0 et donc le travail ici est nul pour ces deux forces. Donc le travail du poids est égal à 0 et le travail de la réaction R est également égal à 0. Il nous reste simplement comme expression le travail de la force F, ici, qui est donc égal par définition du travail, au produit scalaire de la force F fois le vecteur AB. Donc nous allons développer de chaque côté ici la variation d'énergie cinétique ECB moins ECA
en développant, d'après ce qu'on a vu au-dessus, c'est 1 demi de m fois la vitesse de b au carré moins la vitesse en a au carré. Et on va développer le produit scalaire en l'écrivant sous la forme norme de f fois norme de AB fois le cosinus de l'angle alpha. Ici, quelle est la valeur de cosinus alpha? On en aura besoin tout à l'heure. Eh bien, puisqu'on est dans les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, ici, l'angle alpha est simplement égal à 0. Et donc, on aura un cosinus alpha qui sera égal à 1. Et donc, nous allons pouvoir exprimer maintenant la vitesse VB au carré en fonction de tout le reste, sachant que, initialement, on nous dit ici que la pierre était au repos. Puisqu'elle est au repos, la vitesse au point A ici est nulle, donc on peut éliminer ce terme. On va faire passer le 1 demi de l'autre côté en multipliant par 2, ici, donc on va avoir 2F, et on va diviser par la masse petit m de chaque côté, donc on va obtenir ici petit m au dénominateur. Donc on obtient que la vitesse au point B au carré est égale à 2F fois AB fois cosinus alpha divisé par m, et donc pour éliminer le carré ici, on va mettre la racine carrée de l'autre côté. On peut effectuer la résolution numérique en remplaçant les différents termes par leur valeur. Et donc, on obtient après calcul que la vitesse au point B sera égale à 3,5 mètres par seconde. Donc, vous voyez ici qu'il y a quand même pas mal de calculs littéral à savoir faire. Et donc, il faut encore une fois s'entraîner au calcul littéral pour bien maîtriser cette partie-là. Mais vous voyez qu'en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, ce problème se résout assez simplement finalement.